Mon mari m'a donné un coup de pied dans le ventre alors que j'étais enceinte parce que j'ai découvert qu'il avait une maîtresse. J'ai perdu l'enfant, mais j'ai fait quelque chose de pire à sa maîtresse. Commentez ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très importante. L'odeur du café fraîchement infusé flottait encore dans la cuisine quand j'ai senti la première pointe dans le ventre. C'était une douleur différente, plus forte que les autres qui me gênaient ces derniers jours. À 6 mois de grossesse, j'étais habituée aux inconforts, mais ça, c'était étrange. Je me suis agrippée à l'évier avec force, respirant lentement comme l'infirmière de la PMI me l'avait appris. Jean-Pierre était assis à la table, buvant son café au lait comme il le faisait tous les matins depuis 35 ans. Il n'a même pas levé les yeux du journal quand il m'a entendu gémir doucement. C'était toujours comme ça, lui dans son monde, moi m'occupant de tout toute seule. À 62 ans, je pensais que je connaissais tous les côtés de mon mari, mais ce mardi matin, toute ma vie allait changer. « Jean-Pierre » ai-je appelé, toujours agrippé à l'évier. « Il faut que j'aille chez le médecin aujourd'hui. Cette douleur n'est pas normale. » Il a marmonné quelque chose sur le fait qu'il avait beaucoup de travail à la boutique, que je pouvais demander à Chloé de m'y emmener. Notre fille habitait de l'autre côté de la ville et travaillait dans un cabinet comptable. C'était toujours difficile pour elle de s'absenter en milieu de journée, mais pour son père, ça n'avait pas d'importance. « D'accord » ai-je murmuré, comme je le faisais toujours quand il se montrait indisponible. C'est alors que la sonnette a retenti. Madame Dubois, notre voisine de 70 ans, est apparue à la porte de la cuisine avec cette tête de quelqu'un qui avait quelque chose d'important à dire. Jean-Pierre s'est levé rapidement, a pris son portefeuille et est sorti par la porte de derrière, disant qu'il allait ouvrir la boutique plus tôt. J'ai trouvé cette hâte étrange. Il prenait toujours son café calmement, lisait le journal entier avant de partir. « Brigitte, ma chérie » a commencé Madame Dubois, ses mains nerveuses tripotant son sac à main. « Il faut que je te raconte une chose qui m'empêche de dormir, depuis des semaines. » Je lui ai servi du café, remarquant comme ses mains tremblaient en tenant la tasse. Madame Dubois était une dame discrète, qui se mêlait rarement de la vie des autres. Si elle était là, c'est qu'elle avait quelque chose de sérieux à dire. « C'est à propos de Jean-Pierre » a-t-elle chuchoté, regardant autour d'elle comme si quelqu'un pouvait écouter. Je l'ai vu plusieurs fois sortir de l'appartement de Sophie, là au coin de la rue. Toujours l'après-midi, quand tu es à la boutique. J'ai senti le monde tourner. Sophie était la manucure du salon, belle et zen. Une femme de 42 ans, divorcée, toujours bien arrangée. Cheveux blonds, ongles longs, vêtements moulants. Le genre de femme qui faisait tourner les têtes des hommes dans la rue. « Vous êtes sûre » ai-je demandé, ma voix sortant plus faible que je ne l'aurais souhaité. « Bien sûr que oui, ma chérie. Et ce n'est pas qu'une fois, non. Ça fait environ 3 mois que je le remarque. La semaine dernière encore, je l'ai vu sortir de là. À 4 heures de l'après-midi, arrangeant sa chemise. » Les mots de Madame Dubois résonnaient dans ma tête pendant qu'elle parlait. 35 ans de mariage. 6 mois de grossesse d'un bébé que nous avions essayé d'avoir si longtemps. Notre boutique que nous avons construite ensemble, brique par brique. Nos enfants, Marc et Chloé, déjà adultes, mais qui nous voyaient encore comme un exemple de mariage solide. Il a dit quelque chose à cette femme en sortant ? Ai-je réussi à demander. Je n'ai pas entendu, mais j'ai vu qu'il lui a fait la bise. Ce n'était pas la bise d'un ami, Brigitte. C'était le geste de quelqu'un qui a de l'intimité. Après le départ de Madame Dubois, je suis restée seule dans la cuisine, sentant les murs se refermer autour de moi. La douleur dans le ventre était passée, mais maintenant c'était mon cœur qui souffrait. J'ai regardé le réfrigérateur rempli de photos de notre famille, nos vacances à Nice l'année dernière, l'anniversaire des 40 ans de Marc, le mariage de Chloé, où Jean-Pierre a pleuré d'émotion en conduisant notre fille jusqu'à l'hôtel. Tout cela était un mensonge. Je me suis assise à la table où nous prenions le café ensemble depuis des décennies, et j'ai laissé les larmes venir. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. Il y avait de la colère aussi, de la colère d'avoir été trompée, de la colère d'être enceinte à 62 ans, à un âge où je devrais profiter de mes petits-enfants, pas élever un enfant. Et de la colère de découvrir que l'homme qui dormait à mes côtés depuis plus de 3 décennies me trompait justement maintenant. Le téléphone a sonné. C'était Chloé,
demandant comment se passait ma grossesse. J'ai fait, semblant que tout allait bien, j'ai dit que j'étais juste un peu fatiguée. Comme toujours, j'ai protégé tout le monde, sauf moi-même. Cet après-midi-là, au lieu d'aller à la boutique comme je le faisais d'habitude, j'ai décidé de faire un tour en ville. Amiens est une ville où tout le monde se connaît, où les potins courent plus vite que les nouvelles dans le journal. Si Jean-Pierre me trompait, d'autres personnes devaient le savoir. Je suis passée devant le salon, belle et zen. Sophie était là, s'occupant d'une cliente, riant fort, pleine de vie. Quand elle m'a vue à travers la vitrine, elle m'a fait un signe de la main, un large sourire sur le visage. Un sourire qui me paraissait maintenant faux, calculateur. Je suis allée à la banque régler quelques affaires de la boutique et j'ai fini par rencontrer monsieur le maire, qui avait un commerce dans la même rue que nous. Nous avons parlé affaires, de l'économie, jusqu'à ce qu'il lâche sans faire exprès. Jean-Pierre se fait rare ces derniers temps, non? Hier encore, je l'ai vu déjeuner au restaurant de Madame Leblanc avec cette jeune femme blonde du salon. Mon estomac s'est retourné. Déjeuner? Oui, ils avaient en l'air bien proches. Elle était collée à lui, riant à tout ce qu'il disait. Je suis rentrée à la maison avec le cœur lourd et une certitude douloureuse. Mon mariage était fini. Et je ne le savais même pas. Pendant le reste de l'après-midi, je suis restée à penser à comment confronter Jean-Pierre. Si je devais crier, pleurer, faire un scandale. Mais ce n'était pas mon genre. J'ai toujours résolu les problèmes de notre famille calmement, en discutant. Quand il est rentré du travail ce soir-là, il était différent. Plus soigné que d'habitude, sentant un parfum que je ne connaissais pas. Il venait directement de retrouver Sophie. Nous nous sommes assis pour dîner en silence, lui tripotant son téléphone, moi observant chacun de ses gestes. « Jean-Pierre !» ai-je commencé, respirant profondément. « Il faut que je te pose une question, et je veux que tu sois sincère avec moi. » Il a levé les yeux de son téléphone, une expression d'irritation sur le visage. « Quelle question ? » « Tu me trompes ?» Le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. J'ai vu ses yeux changer, l'expression d'irritation laissant place à quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme s'il était fatigué de mentir. « Brigitte, a-t-il dit finalement, les choses ont changé. Nous avons changé. » Changé ? Comment ? Qu'est-ce qui a changé ? Tu es enceinte, je ne voulais plus d'enfants. Tu es toujours fatiguée, toujours à te plaindre. Sophie, elle me fait me sentir jeune à nouveau. C'était comme s'il m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas seulement la confirmation de la trahison, c'était la froideur, la façon dont il parlait de notre grossesse, de notre vie, comme si c'était des problèmes qu'il devait supporter. « Et notre bébé ?» ai-je demandé, ma main allant instinctivement vers mon ventre. « Qu'est-ce qui va arriver à notre enfant ?» Jean-Pierre s'est levé de table, jetant sa serviette sur l'assiette avec force. « Ce bébé était une erreur, Brigitte. Nous sommes trop vieux pour ça. » Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse réfléchir. « Alors c'est comme ça que tu vois notre famille, comme une erreur. » Notre famille n'est pas une erreur, mais ce bébé, ça ne faisait pas partie de nos plans. Des plans ? Quels plans ? Tu ne m'as même pas consulté à propos de tes nouveaux plans. C'est là qu'il a explosé. Jean-Pierre a toujours été un homme contrôlé, mais à ce moment-là, toute sa colère refoulée est remontée à la surface. Il a commencé à crier, disant que j'étais une femme aigrie, que je ne comprenais pas qu'il avait le droit d'être heureux, que la grossesse avait été mon idée, pas la sienne. « Tu m'as piégé avec cette grossesse !» a-t-il crié, le visage rouge de colère. « Tu as cru que comme ça, je n'allais pas te quitter. Je n'ai piégé personne. Nous avons fait ce bébé à deux. Non, tu l'as fait toute seule, tu as arrêté. » De prendre la pilule sans me le dire. C'était un mensonge, mais à ce moment-là, peu importait ce qui était vrai. Jean-Pierre était hors de lui, allant et venant dans la cuisine, tapant du poing sur la table. C'est alors que j'ai prononcé la phrase qui a tout changé. « Si tu ne veux pas de ce bébé, si tu ne veux plus de notre famille, alors va-t'en. Va vivre ta nouvelle vie avec ta maîtresse. » Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé avec une haine que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu crois que tu peux me donner un ultimatum ? Ce n'est pas un ultimatum, c'est un choix. Soit tu restes ici et tu assumes tes responsabilités, soit tu t'en vas définitivement. » C'est alors que c'est arrivé.
Jean-Pierre a fait 2 pas dans ma direction, a levé la jambe et m'a donné un coup de pied, dans le ventre de toutes ses forces. La douleur a été si intense que j'ai perdu connaissance avant même de tomber sur le sol froid de la cuisine. Je me suis réveillée à l'hôpital avec la sensation que quelque chose n'allait pas à l'intérieur de moi. La première chose que j'ai vue, c'est le visage inquiet de Chloé, ma fille, me tenant la main. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, et quand j'ai essayé de bouger, une douleur lancinante a traversé mon ventre. « Maman, Dieu merci, tu es réveillée », a-t-elle chuchoté, serrant mes doigts entre les siens. « Tu es à l'hôpital ? Depuis 2 jours. » Le bébé a été le premier mot que j'ai réussi à prononcer. Ma voix rauque, comme si je n'avais pas parlé depuis des semaines. « Comment va le bébé ?» Le silence qui a suivi m'a tout dit. Chloé a baissé les yeux, incapable de me regarder. J'ai senti mon cœur se briser avant même qu'elle ne confirme ce que je savais déjà. « Maman, je suis désolée. Vous avez perdu le bébé. » Les larmes sont venues comme une inondation. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses. C'étaient des sanglots profonds qui sortaient du fond de mon âme. Mon bébé, celui à qui j'avais parlé tous les soirs avant de dormir, que j'avais rêvé d'élever même à mon âge, était parti. « Où est ton père ?» ai-je demandé quand j'ai réussi à me calmer un peu. Chloé a hésité, tripotant nerveusement son alliance. Il était là hier, mais il a dû régler quelques affaires à la boutique. Il a dit qu'il reviendrait plus tard. Je connaissais ma fille. Quand elle évitait de me regarder dans les yeux, c'est qu'elle cachait quelque chose. Jean-Pierre ne réglait rien à la boutique. Il était probablement avec Sophie, se faisant consoler d'avoir perdu un enfant qu'il avait lui-même dit ne pas vouloir. Le médecin est entré dans la chambre, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes épaisses et une blouse blanche froissée. Docteur Martin, qui avait suivi ma grossesse depuis le début. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous ? » « Docteur, dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé à mon bébé ?» Il a tiré une chaise et s'est assis à côté du lit, avec cette façon précautionneuse que les médecins ont quand ils vont annoncer de mauvaises nouvelles. « Vous avez subi un traumatisme abdominal très grave. Le bébé n'a pas survécu. C'est un miracle que vous soyez en vie. Si votre voisine ne vous avait pas trouvé évanouie et appelé l'ambulance, Madame Dubois, c'est elle qui m'a sauvée. Je me suis vaguement souvenu d'avoir entendu sa voix crier mon nom avant que tout ne devienne noir. Le traumatisme a été causé par quoi, docteur ? Le médecin a regardé Chloé, puis moi. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avant de perdre connaissance ? Je me souvenais de chaque seconde. Le coup de pied de Jean-Pierre, la douleur terrible, le sol froid de la cuisine. Mais comment pouvais-je raconter ça à ma fille ? Comment ? Pouvais-je dire que son père, l'homme qu'elle admirait, avait tué son petit frère ? Je suis tombée dans la cuisine, ai-je menti. J'ai glissé sur le sol mouillé. Docteur Martin m'a regardé d'une façon qui disait qu'il ne me croyait pas, mais il n'a pas insisté. Je vais vous donner votre sortie demain, mais vous aurez besoin de repos absolu pendant au moins 1 mois. Et il faudra un suivi psychologique pour faire face à la perte. Après son départ, Chloé s'est approchée du lit. « Maman, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Madame Dubois a dit qu'elle avait entendu des cris avant de vous trouver par terre. » J'ai regardé ma fille, si ressemblante à moi au même âge. Cheveux châtains toujours bien coiffés, vêtements discrets, cette façon prudente de parler. Elle avait construit une belle vie, un mariage heureux, 2 jeunes enfants. Comment pouvais-je détruire l'image qu'elle avait de son père ? C'était un accident, ma chérie. Ton père et moi nous sommes disputés. Je me suis énervée et j'ai fini par tomber. Disputés à propos de quoi ? Des choses de couple. Tu sais ce que c'est. Marc est arrivé en fin d'après-midi, apportant des fleurs et cette expression sérieuse qu'il avait héritée de son père. Mon fils a toujours été plus réservé que sa sœur, plus ressemblant à Jean-Pierre dans sa façon de ne pas montrer ses sentiments. « Comment vas-tu, maman ? » ?»« Je vais aller bien, mon fils. » Il est resté debout dans le coin de la chambre, comme s'il ne savait pas quoi faire de ses propres mains. Papa m'a appelé, il a dit que c'était un accident domestique. Oui, c'est ça. Bizarre cet accident, a murmuré Marc, plus pour lui-même que pour moi. Madame Dubois a raconté une version différente à la femme de monsieur le maire. Mon cœur s'est emballé. Quelle version ? Qu'elle a entendu une très mauvaise dispute, des cris,
puis un bruit de chute. Elle a dit que quand elle est entrée dans la maison, elle vous a trouvé par terre et papa avait disparu. J'ai fermé les yeux, faisant semblant d'être fatigué. L'histoire se répandait dans le voisinage, comme cela arrivait toujours à Amiens. Bientôt, tout le monde saurait que Jean-Pierre et moi nous étions disputés avant l'accident. « Maman, » a dit Chloé doucement, « tu es sûre que tu ne veux pas raconter ce qui s'est vraiment passé ?» J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mes 2 enfants. Ils méritaient de savoir la vérité, mais pas là, pas dans ce moment de douleur. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour décider comment gérer tout cela. « Nous en parlerons plus tard à la maison, » ai-je dit. « Maintenant, je veux juste me reposer. » Jean-Pierre est apparu quand ils étaient déjà partis. Il est entré dans la chambre lentement, comme quelqu'un qui a peur d'être attaqué. Il portait des vêtements propres, des cheveux peignés, sentant le parfum que je ne reconnaissais pas. Il venait directement de retrouver Sophie. « Comment vas-tu » a-t-il demandé, restant loin du lit. « Comment tu crois que je vais ? J'ai perdu notre enfant. » « C'était un accident, Brigitte. Tu sais que c'était un accident. » Je l'ai regardé avec tout le calme que j'ai pu rassembler. « Un accident ? Tu m'as donné un coup de pied dans le ventre, Jean-Pierre. Tu as tué notre bébé. » Il a regardé vers la porte, nerveux. « Ne dis pas ça, même en plaisantant. Si quelqu'un entend quoi ? La vérité ? La vérité, c'est que tu es tombé. C'est ce que tu as dit aux médecins, à nos enfants. Tu ne vas pas changer de version maintenant. » C'est à ce moment-là que j'ai compris le genre d'homme que j'avais épousé. Ce n'était pas seulement un traître, c'était un lâche. Quelqu'un capable de tuer son propre enfant dans un moment de colère et ensuite de faire semblant que rien ne s'était passé. « Tu ne ressens même pas un peu de remords ?» ai-je demandé. « Je suis désolée pour ce qui est arrivé. Mais tu m'as provoqué, Brigitte. Tu m'as mis la pression, tu m'as parlé d'ultimatum. Alors c'est de ma faute ? Ce n'est la faute de personne. C'était un accident. » Cette nuit-là, seule à l'hôpital, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré pour mon bébé qui n'allait jamais naître. J'ai pleuré pour les 35 ans de mariage que j'ai découvert être une farce. J'ai pleuré pour la femme naïve que j'avais été, croyant connaître l'homme avec qui je partageais le lit depuis des décennies. Mais entre les larmes, quelque chose de différent a commencé à naître. Une rage froide, calculée. Jean-Pierre pensait qu'il pouvait me donner un coup de pied, tuer notre enfant et continuer à vivre comme si de rien n'était. Sophie pensait qu'elle pouvait détruire ma famille et s'en sortir impunément. Il ne me connaissait pas bien. Le lendemain, quand j'ai été autorisée à sortir, Chloé est venue me chercher. Pendant le trajet jusqu'à la maison, elle est restée silencieuse, regardant simplement par la fenêtre. Quand nous sommes arrivés dans notre rue, j'ai vu Sophie sur le pas de la porte du salon, discutant avec une cliente. Quand notre voiture est passée, elle a fait un signe de la main, souriant comme si de rien n'était. « Maman, » a dit Chloé soudainement, « il y a une chose que je dois te dire. »« Quoi ? » ?»« Hier, quand je venais à l'hôpital, j'ai vu papa sortir de l'appartement de cette femme du salon, Sophie. » J'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. « Tu es sûre ? » ?»« Oui, et ce n'était pas la première fois. La semaine dernière, quand je suis venue déjeuner ici à la maison, je les ai vus ensemble dans sa voiture sur la place du village. » Ma fille savait. Elle avait vu et ne me l'avait pas dit avant. Elle protégeait probablement la famille, comme je le faisais toujours. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» ai-je demandé. Chloé m'a regardée avec une tristesse infinie dans les yeux. « Je ne sais pas, maman. Je sais juste que tu ne mérites pas ça. » Nous sommes arrivés à la maison et la première chose que j'ai faite a été d'aller dans la chambre qui devait être celle du bébé. Jean-Pierre avait déjà tout rangé, le berceau démonté, les vêtements dans des cartons, les jouets que j'avais achetés, comme s'il voulait effacer toute trace de l'enfant que nous avions perdu. Je me suis assise sur le fauteuil à bascule qui avait appartenu à ma mère et que j'avais gardé pour bercer mon petit enfant. La chambre était vide, mais je pouvais encore sentir l'odeur de la peinture fraîche sur les murs. Bleu ciel, parce que nous ne savions pas si ce serait un garçon ou une fille, mais Jean-Pierre avait insisté pour que ce soit une couleur neutre. C'est là, dans cette chambre vide, que j'ai pris une décision. Je n'allais pas seulement me séparer de Jean-Pierre. Je n'allais pas seulement dénoncer Sophie comme la briseuse de ménage qu'elle était.
J'allais faire quelque chose de beaucoup plus efficace. J'allais enquêter sur la vie des deux, découvrir tous les secrets, tous les mensonges. Et quand j'aurais suffisamment d'informations, j'allais les utiliser contre eux d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai pris un carnet que je gardais dans un tiroir et j'ai commencé à noter tout ce que je savais. Les heures auxquelles Jean-Pierre sortait de la boutique. Les jours où il rentrait sentant un parfum étrange. Les mensonges qu'il racontait sur l'endroit où il avait été. Et sur Sophie, l'appartement où elle vivait, le salon où elle travaillait, les hommes qui lui rendèrent visite. Parce qu'il y avait une chose que Madame Dubois avait mentionnée et qui était restée dans ma tête. Elle ne voyait pas seulement Jean-Pierre entrer dans cet appartement. Il y avait d'autres hommes aussi. Si Sophie trompait mon mari avec d'autres, alors elle n'était pas seulement une maîtresse ordinaire. C'était quelque chose de bien pire. Et quand je découvrirais exactement ce qu'elle était, j'allais faire en sorte qu'elle paie pour chaque larme qu'elle m'a fait verser, pour chaque nuit de sommeil qu'elle m'a volée, et surtout pour la vie innocente qu'elle a aidé à détruire. Pendant les premières semaines de convalescence, j'ai fait semblant de suivre les ordres du médecin de repos absolu. Jean-Pierre sortait tous les matins pour aller à la boutique, me faisait la bise froide sur le front comme il le faisait toujours, et je restais à la maison soi-disant à me reposer. Mais en réalité, j'étais en train de planifier. J'ai commencé à observer la routine de Sophie par la fenêtre de ma chambre. Son appartement se trouvait à 3 pâtés de maison de 10 ans chez nous, et de là où j'étais, je pouvais parfaitement voir l'entrée de l'immeuble. Je notais tout dans un carnet. À quelle heure elle partait travailler, à quelle heure elle revenait, et surtout, qui lui rendait visite. En 2 semaines d'observation, j'ai découvert qu'elle recevait au moins 4 hommes différents régulièrement. Jean-Pierre les mardis et jeudis en fin d'après-midi, un monsieur aux cheveux gris les lundis matins, un jeune homme les mercredis soirs, et un autre homme que j'ai reconnu comme étant Gérard, le pharmacien du coin, les samedis avant le déjeuner. Tous des hommes mariés, tous propriétaires de leur propre commerce, tous du même âge que Jean-Pierre, ou un peu plus jeunes. Ce n'était pas une coïncidence. Lors de la 3e semaine, lorsque le docteur Martin m'a autorisé à sortir, de chez moi, j'ai commencé ma véritable enquête. Premier arrêt, le salon Belle et Zen. J'ai pris rendez-vous pour me faire les ongles, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Mais ce serait une bonne excuse pour observer Sophie de près. Elle m'a accueilli avec ce large sourire, faux comme une dent de vampire. « Bonjour, Madame Dubois. Comment allez-vous? J'ai appris que vous aviez été hospitalisée. Je vais mieux, merci. J'ai eu un petit problème, mais c'est passé. » Pendant qu'elle s'occupait de mes ongles, j'en ai profité pour engager la conversation. Sophie était du genre de personne qui aimait parler d'elle-même, donc ce n'était pas difficile. « Vous vivez seul dans cet appartement de la rue Santos-Dumont ? » ?»« Oui, j'y vis seul. C'est petit, mais ça me suffit. Après mon divorce, je préfère mon indépendance. Ça doit être cher de tenir un appartement seul avec un salaire de manucure. » Elle a ri, un son aigu qui m'a irrité. « Oh, je me débrouille. J'ai des économies de côté, des petits boulots. » Petits boulots. Je parie qu'elle en avait. « Et votre famille? Avez-vous des enfants ?» Pendant 1 seconde, j'ai vu un éclair, de tristesse dans ses yeux. J'ai une fille de 16 ans. Elle vit avec sa mère à Lille, mon ex-belle-mère. C'est mieux comme ça. Je travaille beaucoup. Premier mensonge confirmé. Madame Dubois m'avait raconté que Sophie disait toujours à ses voisines qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle était libre de responsabilité. J'ai continué à pêcher des informations. Ça doit être dur d'être loin de sa fille. Oui, mais je lui envoie de l'argent tous les mois. Je lui dis que je travaille comme directrice de banque pour qu'elle n'ait pas honte de sa mère. Deuxième mensonge. Aider. Gros. Directrice de banque? Quelle banque? Sophie s'est rendue compte qu'elle en avait trop dit. Ah, c'est un peu compliqué. Je travaille comme conseillère financière indépendante. J'aide les gens avec leurs investissements. Je suis sortie du salon avec beaucoup plus d'informations que je ne l'espérais. Sophie n'était pas seulement une maîtresse ordinaire. Elle vivait toute une vie basée sur des mensonges, même pour sa propre fille. Le lendemain, je suis allée à la banque où je réglais toujours les affaires de la boutique. Le directeur, M. Clément, était un ami de la famille depuis des années.
Nous avons parlé affaires, de l'économie, jusqu'à ce que je réussisse à orienter la conversation vers ce que je voulais. Monsieur Clément, j'ai une amie qui s'intéresse aux investissements. Elle a dit qu'elle connaissait une conseillère financière ici en ville, Sophie. Connaissez-vous son travail? Il a froncé les sourcils. Sophie? Je ne me souviens d'aucune conseillère portant ce nom travaillant. Ici en ville. Et pourtant, je connais tout le monde dans le secteur financier à Amiens. C'est étrange, elle a dit qu'elle travaillait comme directrice de banque. Ce n'est certainement pas ici. Et si c'était dans une autre banque, je le saurais. Le milieu est petit. Troisième mensonge découvert. Cet après-midi-là, quand Jean-Pierre est rentré du travail, il était particulièrement de bonne humeur. Il sifflait doucement, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il avait même acheté des viennoiseries à la boulangerie, mes préférées, dans une tentative pathétique d'être gentil. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé, se servant du dîner que j'avais préparé. « Tranquille. Je suis allé me faire les ongles, j'ai rencontré quelques personnes. C'est bien que tu sortes de la maison, ça te fait du bien. » Hypocrite. Il était heureux parce qu'il pensait que je revenais à la normale, que j'oublierais bientôt tout ce qui s'est passé et que je redeviendrais l'épouse soumise de toujours. « Jean-Pierre, » ai-je dit, testant une théorie. « Tu connais cette jeune femme du salon, Sophie ?» Il a failli s'étouffer avec sa nourriture. « Je la connais de vue. Pourquoi ?»« Je suis allé me faire les ongles avec elle aujourd'hui. Sympathique. » « Oui, elle doit l'être. » Elle m'a dit qu'elle travaillait comme conseillère financière. Elle a dit qu'elle avait plusieurs clients ici en ville. Jean-Pierre est devenu visiblement mal à l'aise, remuant sa nourriture dans son assiette sans manger. « Ah bon? Je ne savais pas ça. Peut-être qu'on pourrait engager ses services pour la boutique. Qu'est-ce que tu en penses? » Je pense que nous n'en avons pas besoin, non. Nos investissements se portent bien comme ils sont. Intéressant. S'il pensait vraiment qu'elle n'était qu'une manucure, il n'y aurait aucun problème à l'utiliser comme conseillère financière. Le fait qu'il ait refusé si rapidement confirmait qu'il en savait plus sur sa vie qu'il ne le laissait paraître. La semaine suivante, j'ai décidé d'enquêter sur les autres hommes qui rendirent visite à Sophie. J'ai commencé par Gérard, le pharmacien. C'était un homme d'une 50aine d'années, marié à Madame Lucie depuis plus de 20 ans, père de 3 enfants déjà adultes. Je suis entré dans la pharmacie un samedi après-midi, après l'heure à laquelle je savais qu'il revenait de l'appartement de Sophie. Il était nerveux, transpirant même avec la climatisation allumée. « Bonjour, monsieur Gérard. Comment allez-vous ?»« Bonjour, madame Dubois. Vous allez mieux? J'ai appris que vous aviez eu des problèmes de santé. »« Je vais bien, merci. Je suis venu acheter des vitamines que le médecin m'a prescrites. » Pendant qu'il séparait les médicaments, j'ai observé ses mains trembler légèrement. Il portait une alliance au doigt, mais j'ai aussi remarqué une marque de bronzage au poignet, comme s'il portait une montre chère qu'il n'avait pas en ce moment. « Monsieur Gérard, puis-je vous poser une question personnelle ?» Il est devenu encore plus nerveux. « Bien sûr. Connaissez-vous Sophie, du salon de beauté ?» La couleur a disparu de son visage. « Je connais de vue. Pourquoi ?» Elle m'a proposé des services de conseil financier. Elle a dit qu'elle avait plusieurs clients. « En ville? Sauriez-vous me dire si elle est fiable ?» Gérard est resté silencieux pendant un moment bien trop long. « Écoutez, madame Dubois, je ne me lancerai pas dans ce genre de choses si j'étais vous. Parfois, il vaut mieux laisser l'argent là où il est. » La façon dont il a parlé, la nervosité dans sa voix, la hâte de me remettre les médicaments et de me pousser pratiquement hors de la pharmacie. Tout confirmait qu'il savait exactement qui était Sophie et quel genre de service elle offrait. Je suis rentrée à la maison avec plus de pièces du puzzle. Sophie ne faisait pas que tromper des maris. Elle les faisait chanter. Les petits boulots qu'elle avait mentionnés n'étaient pas des conseils financiers. C'était de l'argent qu'elle recevait pour garder le secret sur les liaisons. Mais il restait encore à découvrir comment elle obtenait des preuves contre eux. Et surtout, combien d'argent elle gagnait grâce à cela. C'est alors que j'ai eu une idée. Si Sophie recevait régulièrement de l'argent des hommes, elle devait avoir un compte bancaire bien garni. Et si je parvenais à découvrir le schéma des dépôts, je pourrais mieux comprendre son stratagème. Le lundi suivant, je suis allée à la banque plus tôt, avant que M. Clément n'arrive. J'ai parlé à Pauline, qui travaillait au guichet et était une cousine éloignée de Chloé.
J'ai inventé une histoire sur le fait d'avoir vu Sophie déposer des sommes importantes et que j'étais inquiète qu'elle ne soit pas impliquée dans quelque chose de louche. Ah, Madame Dubois, je ne peux pas donner d'informations sur les clients, vous savez bien. Je sais, ma fille, je ne demande pas de chiffres exacts. Je veux juste savoir si elle dépose vraiment beaucoup d'argent, parce que j'envisage de faire des affaires avec elle. Pauline a regardé autour d'elle, puis s'est approchée. Écoutez, entre nous, cette femme dépose plus d'argent en un mois que beaucoup de commerçants de la ville. Toujours en espèces, toujours des sommes rondes, 1000, 2000 à la fois. Oh là là, elle doit avoir une très bonne affaire. Oui, et ce sont toujours des hommes différents qui font les dépôts pour elle. Ce n'est jamais elle qui vient. Bingo. Les hommes eux-mêmes venaient faire les dépôts, probablement par peur qu'elle ne révèle les liaisons s'ils ne payaient pas à temps. Et il y a plus, a poursuivi Pauline, baissant la voix. La semaine dernière, Gérard le pharmacien est venu déposer pour elle, et il était visiblement nerveux. Je lui ai demandé si tout allait bien, et il a dit que c'était juste un service à rendre à une amie. Un service? Oui, mais ça ne ressemblait pas à un service, non. Ça ressemblait à une obligation. Je suis sortie de la banque avec la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Sophie faisait chanter les hommes mariés de la ville. Elle les séduisait probablement, obtenait des preuves compromettantes des liaisons, puis exigeait le silence. Mais il manquait encore une pièce importante au puzzle. Comment obtenait-elle les preuves? Et surtout, Jean-Pierre était-il lui aussi victime de chantage? Ce soir-là, quand mon mari est rentré à la maison, j'ai observé chaque détail de son comportement. La façon dont il évitait mon regard, dont il vérifiait constamment son téléphone, dont il semblait toujours inquiet de quelque chose. Et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose à laquelle je n'avais jamais prêté attention auparavant. Jean-Pierre avait maigri. Pas maigri de maladie, mais maigri d'inquiétude. Il perdait du poids, dormait mal, avait des cernes qu'il n'avait pas avant. Ce n'étaient pas les signes d'un homme vivant une romance heureuse. C'étaient les signes d'un homme victime de chantage. Et si Jean-Pierre payait Sophie pour garder le secret sur leur liaison, cela signifiait que notre argent, l'argent que j'avais aidé à construire en travaillant 12 heures par jour à la boutique, était utilisé pour subvenir aux besoins de la femme qui avait aidé à tuer mon enfant. C'est à ce moment-là que ma rage silencieuse s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Une soif de justice qui ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas complètement détruit la vie de Sophie. Au cours de la 4e semaine de mon enquête, il s'est passé quelque chose qui a complètement changé le cours des choses. J'étais en train de ranger les tiroirs de la chambre quand j'ai trouvé un papier froissé dans la poche d'un pantalon de costume de Jean-Pierre. C'était un reçu de virement bancaire d'un montant de 3 000 € sur un compte au nom de Corinne Martin. Corinne Martin. Pas Sophie. Je me suis assise au bord du lit, tenant ce papier avec des mains tremblantes. Si elle utilisait un faux nom, alors la situation était beaucoup plus grave que je ne l'imaginais. Ce n'était pas seulement une maîtresse qui faisait du chantage au niveau local, c'était une criminelle utilisant une fausse identité. J'ai couru jusqu'à l'ordinateur de Chloé, qu'elle avait laissé ici pendant son voyage professionnel, et j'ai commencé à rechercher le nom de Corinne Martin sur Internet. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Il y avait plusieurs articles de presse sur une femme portant ce nom, recherchée dans 3 régions pour escroquerie et arnaque contre des hommes mariés. À Lyon, elle avait appliqué le même stratagème sur au moins 20 hommes. À Marseille, elle s'était enfuie avec plus de 50 000 € en chantage. Et à Toulouse, elle faisait l'objet d'une enquête pour utilisation de faux papiers. Les photos dans les reportages étaient d'elle. Cheveux différents, couleur des yeux différentes à cause de lentilles de contact, mais c'était Sophie, ou plutôt, c'était Corinne. Mon cœur s'est emballé quand j'ai lu un article d'un journal de Lyon datant d'il y a 2 ans. Escroc utilise une fausse grossesse pour faire chanter des chefs d'entreprise. Le reportage racontait exactement ce qu'elle faisait ici à Amiens, séduire des hommes mariés, simuler une grossesse, puis utiliser la peur du scandale pour soutirer de l'argent. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la dernière ligne du reportage. La suspecte fait l'objet d'un mandat d'arrêt et pourrait utiliser une fausse identité dans d'autres villes. Corinne était en fuite. Et Jean-Pierre, mon idiot de mari, s'était impliqué avec une criminelle recherchée par la police. J'ai imprimé tous les articles de presse et je les ai rangés dans un dossier. Maintenant,
J'avais suffisamment de munitions pour détruire Corinne, mais j'avais besoin de plus d'informations avant d'agir. Principalement, j'avais besoin de découvrir comment elle obtenait les preuves compromettantes contre les hommes. Le foyer. Lendemain, je suis allée chez Danielle, la femme de Gérard le pharmacien. J'ai inventé une excuse sur le fait d'organiser une braderie caritative pour les victimes des inondations, et je voulais qu'elle donne des vêtements. Danielle m'a reçue dans le salon, une femme simple d'une 50aine d'années, qui ne savait, visiblement, rien des aventures de son mari. « C'est gentil d'être venue, Brigitte. Je me sens un peu seule ces derniers temps. Gérard travaille trop, il rentre à la maison stressé, il ne veut parler de rien. » Stressé comment? Oh, nerveux, perdant du poids, dormant mal. Il a dit que ce sont les problèmes de la pharmacie, mais je pense que c'est autre chose. Même. Notre vie intime a changé, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai parfaitement compris. Gérard était victime de chantage depuis suffisamment longtemps pour que cela affecte complètement sa vie personnelle. Et il ne commente rien sur ce qui l'inquiète? Il dit juste qu'il a des dettes à payer, des fournisseurs qui réclament. Mais je gère les comptes de la pharmacie, je sais que ce n'est pas vrai. Danielle subissait les conséquences du chantage sans même savoir qu'il existait. Tout comme moi, j'ai souffert pendant des mois en pensant que le problème venait de moi, que je n'étais pas une assez bonne épouse. Danielle, puis-je te poser une question un peu personnelle? Bien sûr. Connaissez-vous Sophie, du salon de beauté? Elle a fait une grimace de dégoût. Je la connais. Une femme très aguicheuse, toujours à faire des avances aux hommes. Mariée. Pourquoi? Juste par curiosité. J'ai entendu des rumeurs. Ah, sur elle et les hommes de la ville? Tout le monde en parle. On dit qu'elle a une liaison avec la moitié des commerçants mariés d'ici. Et Gérard n'a jamais rien commenté à son sujet? Danielle est restée silencieuse pendant un moment, pensive. C'est drôle que vous posiez cette question. La semaine dernière, il est rentré à la maison très nerveux, et quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a dit qu'il avait vu cette femme à la banque et qu'elle était dangereuse. Dangereuse comment? Il n'a pas expliqué. Il a juste dit de faire attention si je la rencontrais, qu'une femme comme elle était capable de tout. Je suis sortie de chez Danielle avec une nouvelle confirmation de ce que je savais déjà, mais aussi avec une nouvelle information. Gérard savait que Corinne était dangereuse. Peut-être en savait-il plus sur son passé que les autres hommes. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose de risqué. Je suis allée à l'appartement de Corinne quand je savais qu'elle serait au salon. L'immeuble était vieux, sans concierge, il a donc été facile de monter au 3e étage où elle vivait. J'ai sonné chez les voisins d'à côté. Naha. Dame âgée a répondu, Madame le Duc, que je connaissais de l'église. Brigitte, quelle surprise! Entrez, entrez! Bonjour, Madame le Duc. Je passais dans le coin et je me suis souvenu que vous habitiez dans cet immeuble. Nous avons parlé de choses et d'autres, jusqu'à ce que je réussisse à orienter la conversation vers ce que je voulais. Connaissez-vous la jeune femme qui habite à côté? Sophie, je la connais. Une femme bizarre. Elle n'arrête pas de recevoir des hommes chez elle, jour et nuit. Ah bon, vraiment? Ah oui. Et ce ne sont pas des hommes célibataires. Non, ils sont tous mariés. Je les reconnais parce que ce sont des clients de la pharmacie de mon gendre. J'ai vu Gérard lui-même sortir d'ici plusieurs fois. Quel scandale! C'est clair. Et ce n'est pas tout. La semaine dernière, j'ai entendu une dispute terrible dans son appartement. On aurait dit que quelqu'un la menaçait. Mon cœur s'est emballé. Menaçait comment? Un homme criait qu'il savait qui elle était vraiment, qu'il allait tout raconter à la police si elle n'arrêtait pas le chantage. Et elle? Elle criait en retour, disant qu'il n'avait aucune preuve de rien, que ce n'était que sa parole contre la sienne. Avez-vous vu qui était l'homme? Je n'ai pas réussi à voir son visage, mais à la voix, on aurait dit ce jeune homme qui a le magasin de matériel électrique dans la rue principale. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai pensé à tous les commerçants que je connaissais dans la rue principale. Antoine, de chez Électricité Plus? C'est ça, Antoine. Un homme marié, père de famille. S'il lui criait dessus à propos de chantage, c'est qu'il est impliqué dans cette histoire aussi. Encore un nom à ajouter à ma liste. Corinne faisait chanter au moins 4 hommes que je connaissais déjà. Jean-Pierre, Gérard, Antoine et un 4e que je n'avais pas encore identifié. « Madame le Duc,
Vous ne trouvez pas étrange qu'une manucure puisse se payer un appartement toute seule? Extrêmement étrange. Et ce n'est pas seulement le loyer, non. Elle n'arrête pas d'acheter des vêtements chers, des bijoux, des chaussures. La semaine dernière, je l'ai vue arriver avec des sacs du magasin le plus cher du centre commercial. Oh là là! Et il y a une autre chose étrange. Parfois, elle sort avec un ventre de femme enceinte. Parfois non. Comme si c'était faux. Bingo! La confirmation qu'elle utilisait un faux ventre pour simuler des grossesses. Comment ça, Madame le Duc? Eh bien oui, je l'ai déjà vue sortir d'ici avec un ventre de 6 mois et le lendemain sans aucun ventre. Soit c'est un miracle, soit c'est un mensonge. J'ai passé encore 1 heure à discuter avec Madame le Duc, obtenant plus de détails sur la routine de Corinne. J'ai découvert qu'elle recevait du courrier au nom de 3 personnes différentes, qu'elle avait des visiteurs étranges parfois, dont une femme plus âgée qui semblait venir de la campagne, et qu'elle payait toujours les factures en liquide. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai organisé toutes les informations que j'avais collectées. Corinne Martin était une escroc professionnelle, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt qui appliquait le même stratagème qu'elle avait déjà utilisé dans d'autres régions. Elle séduisait des hommes mariés, obtenait des preuves compromettantes, probablement des photos ou des vidéos, simulait des grossesses, puis les faisait chanter pour garder le silence. Mais il manquait encore une pièce cruciale du puzzle. Comment obtenait-elle les preuves? Comment une simple manucure pouvait-elle photographier ou filmer des hommes mariés dans des situations compromettantes? La réponse est venue de manière inattendue ce soir-là. Jean-Pierre est rentré à la maison plus tard que d'habitude, visiblement agité. Pendant le dîner, il a vérifié son téléphone au moins 10 fois, toujours avec une expression inquiète. « Problème à la boutique ?» ai-je demandé, feignant le désintérêt. « Non, juste des fournisseurs pénibles. » Plus tard, quand il est allé prendre une douche, j'ai entendu son téléphone sonner sur la table du salon. L'écran s'est allumé avec un message, et même de loin, j'ai pu voir l'expéditeur. C'est Martin. Corinne. Elle lui envoyait un message directement. J'ai attendu qu'il entre dans la salle de bain et j'ai rapidement pris le téléphone. Le message disait seulement « Demain, 16h. Ne sois pas en retard. » J'ai fait défiler la conversation et j'ai vu d'autres messages précédents. Mon sang s'est glacé en lisant « Tu sais ce qui arrive si tu ne viens pas. Les photos sont très réussies. Ta femme va adorer les voir. 3 000 € avant vendredi. Ne m'oblige pas à te le rappeler. » C'était la preuve que Jean-Pierre était victime de chantage. Et d'après les messages, Corinne avait des photos compromettantes de lui. Mais c'est le message le plus ancien qui m'a fait comprendre comment elle obtenait les preuves. L'appartement a des caméras dans toutes les pièces. Vous étiez magnifique dans le film. Corinne filmait les hommes pendant les rencontres intimes. Elle avait transformé l'appartement en un piège, enregistrant tout pour l'utiliser comme chantage ensuite. À ce moment-là, assise dans le salon sombre de ma maison, tenant le téléphone de mon mari traître, j'ai compris que je n'avais pas seulement affaire à une femme ambitieuse ou à une maîtresse intéressée. J'avais affaire à une criminelle, professionnelle, qui avait transformé le chantage en une science exacte. Mais Corinne avait commis une erreur fatale. Elle s'était frottée à la mauvaise femme. Parce que pendant qu'elle pensait qu'elle contrôlait la situation, je découvrais chaque secret, chaque mensonge, chaque crime qu'elle avait commis. Et quand j'aurais terminé mon enquête, j'allais tout remettre à la police d'une manière qu'elle ne pourrait plus jamais échapper à la justice. La guerre avait commencé. Et cette fois, Corinne ne savait pas qu'elle avait une ennemie. Le lendemain, quand Jean-Pierre est parti pour le rendez-vous fixé avec Corinne, je savais que l'heure d'agir était arrivée. Pendant 2 mois, j'avais collecté suffisamment d'informations pour détruire complètement sa vie. Maintenant, je devais utiliser tout cela de la manière la plus efficace possible. Premier arrêt, le commissariat. Je suis arrivé là-bas à 2h de l'après-midi, transportant un dossier avec toutes les preuves que j'avais réunies. Le commissaire Leclerc, un homme sérieux d'une 40aine d'années, m'a reçu dans son bureau qui sentait le café, rance et avait des piles de dossiers éparpillés sur la table. « Que puis-je faire pour vous, Madame Dubois ?»« Commissaire, je viens dénoncer une criminelle qui opère ici à Amiens depuis plus de 6 mois. Une femme qui se fait passer pour Sophie, mais dont le vrai nom est Corinne Martin. » J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à montrer tous les articles de presse que j'avais imprimés,
les reçus de virements, les notes sur sa routine, les noms des hommes impliqués. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt à Lyon pour escroquerie. Ai-je continué, voyant les yeux du commissaire s'écarquiller alors qu'il feuilletait les documents. Elle utilise une fausse identité, fait chanter des hommes mariés de la ville et applique le même coup qu'elle a déjà utilisé dans 3 autres régions. Avez-vous des preuves de tout cela? Oui, j'en ai. J'ai montré les photos que j'avais prises des hommes entrant dans son appartement, les horaires notés, le témoignage de Madame le Duc sur les disputes qu'elle entendait. Et ce n'est pas tout. Elle utilise des caméras cachées dans l'appartement pour filmer les hommes et ensuite les faire chanter. Le commissaire s'est penché en avant sur sa chaise, clairement intéressé. Comment avez-vous découvert cela? J'ai vu les messages sur le téléphone de mon mari. Il est aussi victime de chantage de sa part. J'ai passé l'heure suivante à raconter toute l'histoire au commissaire Leclerc. De la découverte de la trahison aux enquêtes que j'ai menées seule. Il notait tout soigneusement, posant des questions spécifiques sur les dates, les montants, les noms. Madame Dubois, c'est une plainte très grave. Si tout cela est vrai, nous parlons d'une organisation criminelle opérant dans notre ville depuis des mois. C'est vrai, commissaire, chaque mot. Je vais ordonner une enquête immédiatement, mais je dois vous faire comprendre que cela va. Exposez votre mari également. Il devra témoigner en tant que victime de chantage. Je sais, et je m'en fiche. C'était un mensonge, je m'en fichais si. Ça allait faire mal de voir notre vie privée exposée, de voir Jean-Pierre humilié, publiquement. Mais il avait fait ses choix. Maintenant, il allait devoir en assumer les conséquences. Le commissaire m'a congédié en promettant que l'enquête commencerait immédiatement. Quand je suis sortie du commissariat, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. J'avais enfin livré Corinne à la justice. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Deuxième arrêt, rencontrer les autres épouses. J'ai commencé par Danielle, la femme de Gérard. Quand je lui ai raconté l'enquête policière et que je lui ai montré les preuves que j'avais réunies, elle s'est effondrée en larmes. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, sanglotait-elle. Gérard est maigre, nerveux. Il ne dort pas bien depuis des mois. Maintenant, je comprends pourquoi. Danielle, le commissaire va avoir besoin de vous parler aussi. Gérard va devoir tout avouer. Quelle honte, Brigitte. Notre famille va devenir la risée de toute la ville. La honte n'est pas la nôtre, Danielle. La honte est à ceux qui nous ont fait ça. Ensuite, j'ai contacté la femme d'Antoine, le propriétaire de chez Électricité Plus. Rachel était une femme forte qui travaillait comme enseignante dans une école municipale. Quand elle a appris la vérité, sa réaction a été de pure colère. « Cette garce va payer pour ça », a-t-elle dit, frappant du poing sur la table de la cuisine. « Détruire des familles pour de l'argent. Quel genre de personne fait une chose pareille ? Le genre de personne qui l'a déjà fait ailleurs et n'a jamais été punie, ai-je répondu. Mais cette fois, ce sera différent. La 4e victime a été plus difficile à identifier. Grâce aux conversations avec les voisines, j'ai découvert qu'il s'agissait de Robert, propriétaire d'une petite entreprise de transport. Son épouse, Martine, était une femme plus réservée, qui avait du mal à croire quand j'ai tout raconté. « Robert ne ferait jamais ça », insistait-elle. « Nous sommes mariés depuis 15 ans, nous avons 2 jeunes enfants. Martine, je ne croyais pas non plus que Jean-Pierre me ferait ça. Mais parfois, on ne connaît pas les gens comme on pense les connaître. » Quand j'ai montré les photos que j'avais prises de Robert entrant dans l'appartement de Corinne, Martine s'est effondrée. C'était douloureux de voir une autre femme découvrir que son mariage était un mensonge, mais c'était aussi nécessaire. Nous avions toutes besoin de savoir la vérité. Ce soir-là, les 4 épouses se sont réunies chez moi. Danielle, Rachel, Martine et moi, assises à la table de ma cuisine, à planifier comment affronter nos maris quand ils rentreraient à la maison. « Est-ce qu'on les confronte ensemble ou chacune parle avec le sien ?» a demandé Rachel. « Je pense que chacune avec le sien, ai-je répondu. Ils seront déjà assez honteux quand la police arrivera. » C'est alors que Martine a posé une question qui a tout changé. « Brigitte, tu es sûre que la police va réussir à l'arrêter? Et si elle s'enfuit avant ?» La question m'a fait réfléchir. Corinne était maligne, expérimentée pour échapper à la justice. Si elle se doutait qu'elle était l'objet d'une enquête, elle pouvait disparaître de la ville avant même que la police n'arrive à son appartement.
Vous pensez à ce que je pense ? Ai-je demandé. Qu'on devrait s'assurer ? Qu'elle ne s'échappe pas, a dit Rachel avec une lueur dangereuse dans les yeux. Comment ? En faisant en sorte qu'elle soit arrêtée en flagrant délit. Daniel s'est penché sur la table. Quel genre de flagrant délit ? Chantage, ai-je répondu, l'idée se formant dans ma tête. Si on arrive à l'enregistrer en train de demander de l'argent, en train de faire chanter l'un de nos maris, elle sera arrêtée sur le champ. Martine a secoué la tête. Mais comment ? Nos maris ne vont pas collaborer à ça. Ils n'ont pas besoin de collaborer, a dit Rachel. Ils ont juste besoin de ne pas savoir qu'on enregistre. J'ai passé la nuit à planifier comment faire tomber Corinne. En flagrant délit. L'idée était simple. Utiliser Jean-Pierre pour l'attirer dans un endroit où je pourrais tout enregistrer, puis appeler la police au moment même où elle commettrait le crime. Le lendemain, quand Jean-Pierre est rentré du travail, je l'ai confronté à tout ce que je savais. Je sais tout, Jean-Pierre. Je sais que tu es victime de chantage de la part de Corinne. Je sais qu'elle a des photos de toi. Je sais combien d'argent tu lui as déjà versé. Il est devenu blanc comme un linge. Comment tu... Je l'ai découvert seul. Et j'ai aussi découvert que Corinne Martin n'est pas son vrai nom, qu'elle est recherchée par la justice et que j'ai remis toutes les preuves à la police. Jean-Pierre s'est effondré sur la chaise de la cuisine, couvrant son visage de ses mains. Brigitte, je ne veux pas entendre tes excuses, ai-je coupé. Je veux que tu collabores avec la police pour l'arrêter. Comment ? En prenant rendez-vous avec elle demain, dans un lieu public où je puisse vous enregistrer en train de parler. Elle va, je change le lieu de rendez-vous. Alors, invente une excuse. Dis que ta femme se doute de quelque chose, qu'il faut un endroit plus discret. Jean-Pierre est resté silencieux pendant un long moment. Et après, qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Après, tu répondras de ce que tu as fait. À moi, à nos enfants et à la justice si nécessaire. Le lendemain matin, Jean-Pierre a appelé Corinne et a pris rendez-vous sur la place centrale à 3h de l'après-midi. Il a dit qu'il avait peur d'aller à l'appartement parce que je me méfiais. Je suis arrivée sur la place 1 heure. Avant, je me suis placée sur un banc stratégique et j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone. À 3h pile, j'ai vu Corinne arriver. Elle portait une robe rouge moulante, des talons hauts, tout apprêté comme toujours. Jean-Pierre l'attendait déjà sur un banc près de la fontaine. J'ai vu quand elle s'est approchée, quand ils ont commencé à parler. Même à distance, je pouvais entendre des bribes de la conversation. J'ai besoin de plus de temps pour réunir l'argent. Vous savez très bien que je n'accepte pas les retards. Si vous ne payez pas avant vendredi, j'enverrai les photos à votre femme. Ce n'est pas du chantage, c'est un accord entre nous. J'ai enregistré 15 minutes de conversation où Corinne extorquait clairement de l'argent à Jean-Pierre, menaçant de divulguer les photos s'il ne payait pas. C'était une preuve plus que suffisante pour caractériser un crime d'extorsion. Dès qu'elle a quitté la place, j'ai appelé le commissaire Leclerc. « Commissaire, j'ai Corinne en train de commettre un crime d'extorsion enregistré sur mon téléphone. Elle est sur la place centrale en ce moment, en robe rouge. » « Nous arrivons. » J'ai vu les voitures de police arriver. J'ai vu les policiers encercler Corinne avant qu'elle ne puisse quitter la place. J'ai vu quand elle a tenté de tout nier, mais elle a été menottée quand même. À ce moment-là, en voyant la femme qui avait détruit ma famille se faire arrêter, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que justice était enfin faite. Tristesse parce que ma vie ne serait plus jamais la même. 3 jours plus tard, le commissaire m'a appelé avec des nouvelles. Madame Dubois, Corinne a tout avoué. En plus des crimes ici à Amiens, elle a admis les arnaques dans d'autres régions. Elle va prendre au moins 10 ans de prison. Et l'argent qu'elle a volé ? Nous allons pouvoir récupérer une partie. Elle avait près de 40 000 € sur un compte secret. Et mon mari ? Lui et les autres hommes vont répondre en tant que victimes d'extorsion. Ils ne devraient pas aller en prison, mais ils devront payer une amende et effectuer des travaux d'intérêt général. 2 mois plus tard, j'étais sur le balcon de ma maison, buvant du café et lisant le journal comme je le faisais toujours. Mais maintenant, j'étais seule. Jean-Pierre était allé vivre dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Notre divorce a été prononcé la semaine précédente. La boutique continuait de fonctionner, mais maintenant c'était à moi seule
Jean-Pierre a gardé les dettes qu'il avait contractées pour payer Corinne, et j'ai gardé les biens que nous avions construits ensemble. Chloé et Marc ont mis du temps à accepter la séparation, mais quand ils ont compris toute l'histoire, ils m'ont apporté un soutien total. « Vous avez été très courageuse, maman », a dit Chloé. « Vous avez fait ce qu'il fallait faire. » Parfois, ça fait encore mal de me souvenir du bébé que j'ai perdu. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit en pensant à ce que ma vie aurait pu être si Jean-Pierre ne m'avait pas trompée. Mais je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Corinne est en prison, payant pour les crimes qu'elle a commis, non seulement contre moi, mais contre des dizaines d'autres familles. Jean-Pierre vit les conséquences de ses propres choix. Et moi, j'ai découvert qu'une femme de 62 ans peut être beaucoup plus forte qu'elle ne l'imagine, que la justice prend parfois du temps, mais elle finit toujours par arriver, et que recommencer sa vie, même à cet âge, est possible quand on a la conscience tranquille. Hier, j'ai reçu une lettre de la fille de Corinne, la jeune fille de 16 ans qui vivait avec sa grand-mère à Lille. Elle voulait me remercier d'avoir dénoncé sa mère, parce que maintenant, elle connaissait enfin la vérité sur la provenance de l'argent qu'elle recevait. « Vous avez sauvé ma mère d'elle-même », a écrit la jeune fille. « Maintenant, elle va avoir la chance de se reconstruire en prison. » C'est peut-être vrai. Peut-être que Corinne utilisera le temps en prison pour réfléchir à la vie qu'elle a choisi de mener. Ou peut-être qu'elle restera la même criminelle qu'elle a toujours été. Mais ce n'est plus mon problème. Mon problème maintenant, c'est de vivre chaque jour de ma nouvelle vie avec dignité, en sachant que j'ai fait ce qui était juste quand tout semblait perdu. Et qui sait, un jour, quand la douleur ne sera plus qu'un souvenir lointain, je pourrai pardonner à Jean-Pierre. Non pas pour ce qu'il m'a fait, mais pour la paix de ma propre âme. Parce que vengeance est un mot laid. Je préfère appeler ça ce que c'était vraiment, la justice.